Hop, parfait. Alors, je vous propose du coup de commencer. Donc, je vais commencer par une petite introduction, hein, présentation sur les Gallup et Signature It. On fera ensuite le déroulé de la présentation et à la fin, on pourra répondre aux questions, hein, je dirais, que vous pourriez avoir. Alors déjà, merci pour votre disponibilité et l'intérêt, hein, porté à ce webinaire. Donc pour commencer, petite présentation de Legal Up. Donc avant de créer le cabinet, Valérie Chavannes a passé plus de 20 ans en entreprise, notamment dans le secteur de l'innovation, hein, avec une première expérience chez Orange, et occupait le poste de directrice juridique et affaires publiques pour l'Europe du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Yahoo. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, elle est accompagnée maintenant d'une bonne équipe de jeunes talents, dont Quentin et d'autres, hein, qui ne sont pas présents aujourd'hui, et bien évidemment de partenaires, hein, comme Signaturite. Valérie a souhaité créer un cabinet d'avocats atypique en alliant expertise juridique, politique et technique pour accompagner les acteurs de l'innovation. Donc voilà. En ce qui concerne Signature Read, donc bref présentation de notre côté également. Donc nous sommes prestataires de services de confiance qualifiés enregistrés auprès de l'Union européenne. C'est une société qui a été créée en 2013 sur Barcelone. Donc voilà, là je vous parle directement depuis l'Espagne. Et le dernier rapprochement notable a été fait fin 2020 avec le fonds d'investissement Providence, qui a pour objectif, enfin qui a un objectif très prometteur, je dirais, pour les 5 prochaines années, de nous faire grossir, hein, sur le marché européen, sur d'autres pays, en plus de l'Espagne et la France, sur lesquels nous sommes présents au jour d'aujourd'hui. On propose 3 types de solutions. Donc, d'une part, la signature électronique, aussi bien la signature simple, avancée ou qualifiée, mais aussi la lettre en recommandé électronique simple et la validation de pièces d'identité. Donc voilà, je ne sais pas si Legal Up veut ajouter quelques mots. Un petit mot, merci déjà pour cette invitation. Nous sommes ravis avec Quentin d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme le disait Jessica, nous sommes un cabinet un petit peu atypique avec des compétences juridiques, politiques, techniques et business. Notre cabinet est spécialisé dans le domaine des nouvelles technologies et particulièrement et de plus en plus de la privacy, donc la protection de la vie privée des données personnelles. Notre empreinte se reflète via des accompagnements agiles avec des services online. Nous sommes très business oriented, tech friendly, beaucoup de transparence avec des services qui sont forfaitisés et beaucoup de talent grâce aux équipes de permanents et à l'alliance virtuelle que nous avons constituée avec notre réseau de partenaires. Donc, c'est une des grandes singularités du cabinet d'avoir des alliances pérennes avec des partenaires complémentaires. On peut intervenir sous forme d'équipes virtuelles auprès de nos clients ou de clients de nos partenaires, One Team. Dernier mot pour illustrer ces propos et ce caractère atypique du cabinet. Quentin, donc, qui est avec nous aujourd'hui, travaille au cabinet depuis 2 ans et il incarne parfaitement cette approche pluridisciplinaire puisque Quentin a suivi une formation juridique avec un master à Sciences Po et une formation technique à l'école 42 en réseau et cybersécurité. Donc, très atypique. Parfait, merci Valérie. Alors pour commencer, j'avais une première question, tout simplement. Comment la signature électronique est-elle entrée dans votre activité? Alors, la signature électronique est déjà un sujet sur lequel on travaille depuis très longtemps via nos clients qui l'utilisent sur des questions de validité de la signature électronique, mais elle est entrée dans notre réseau, dans notre activité, dans notre offre
all-in-one d'accompagnement de nos partenaires via la demande de clients qui avaient besoin, face à cette recrudescence de multiplication, recrudescence de réglementation et multiplication de contrats, de pouvoir gérer leurs contrats beaucoup mieux. Et en fait, Signaturit prolonge notre assistance all-in-one avec une solution qui permet aux clients de bien gérer leurs contrats, d'accélérer, de fluidifier les processus de signature dans un espace de stockage sécurisé qui leur permet d'avoir une totale visibilité et maîtrise de leur contrat. Alors après, on se demandait si c'était le fruit du hasard d'avoir des demandes de clients d'intégrer vraiment Signaturit dans notre offre all-in-one. Et en fait, il s'agit d'un phénomène aujourd'hui où qui répond à une demande normale de nos clients de rationaliser les processus de signature et d'organiser le stockage de leurs documents. On peut s'interroger d'où provient ce phénomène, pourquoi les entreprises signent de plus en plus de contrats, pourquoi elles sont de plus en plus amenées à modifier à la marge leurs contrats sans revoir forcément toutes les conditions financières et les aspects du contrat. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Il ne s'agit pas du tout d'une coïncidence. Ce tourbillon réglementaire, la multiplication importante des textes et des obligations entourant la privacy, nous allons vous parler de privacy aujourd'hui, crée une effervescence des relations contractuelles, ce qui nous amène à organiser ce séminaire. Oui, tout à fait. Alors, inutile de vous dire que, bien évidemment, hein, c'est un constat que nous partageons également hein, sur la généralisation de la signature électronique, notamment hein, cette année, hein, du fait de la conjoncture actuelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement ces évolutions réglementaires en privacy et leur impact hein, sur cette sphère contractuelle? Oui, alors je vais prendre la parole sur ce sujet. Comme le disait Valérie, du coup, nous nous sommes rendus compte en fait que nos clients signaient de plus en plus de contrats, qu'ils les modifiaient également de plus en plus souvent. Et nous pensons, c'est ce que nous allons essayer de vous démontrer tout au long de ce webinaire, en fait, que le développement récent de toutes les réglementations entourant la privacy a non seulement fortement, mais également durablement en réalité impacté la sphère contractuelle. Ça sera l'objet d'une première partie. Dans une seconde partie, nous verrons que ce changement de paradigme, donc au sein de la sphère contractuelle, qui est causé justement par ces nouvelles réglementations privacy, comment les entreprises peuvent s'adapter à ce nouveau paradigme, à ces nouvelles obligations. Et nous finirons, si nous avons le temps, par quelques mots qui concernent la valeur juridique de la signature électronique. Parfait, un beau programme. Alors du coup, pour commencer, donc vous dites que la privacy impacte la sphère contractuelle? Voilà, ça sera donc le thème. Nous allons entamer notre première partie où l'on va examiner en fait en profondeur l'impact du développement récent, vous le savez, de toutes ces nouvelles réglementations privacy, d'ailleurs européennes comme nationales, sur les différentes relations contractuelles entre les acteurs économiques. L'impact le plus évident de ces nouvelles réglementations privacy, et c'est d'ailleurs certainement le plus pressant aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises, c'est l'apparition de nombreuses nouvelles obligations contractuelles liées à la privacy qui doivent désormais apparaître dans tous les contrats de ces nombreuses entreprises. Le principal texte que nous visons ici, vous le savez bien sûr, c'est le RGPD, puisque depuis son entrée en vigueur le 25 mai 2018, on a eu une période, d'ailleurs plus ou moins bien définie, où la CNIL affirmait qu'elle ne contrôlerait pas en fait la complète conformité au règlement, mais plutôt les efforts entrepris par les entreprises pour tendre vers une conformité. On peut aujourd'hui largement considérer que cette période est révolue et que les entreprises seront désormais contrôlées par rapport à leur conformité pure au texte. Donc, dans ce cadre, voilà, elles vont devoir démontrer que leurs contrats sont conformes à ces nouvelles obligations réglementaires, ces nouvelles mentions contractuelles obligatoires. Une toute petite aparté, Quentin. Nous sommes tous concernés par la privacy et de très nombreuses organisations privées et publiques par le RGPD aujourd'hui. Donc, on va faire un focus sur le RGPD. Et pourtant, il y a beaucoup encore d'acteurs qui aujourd'hui ne se sont pas concernés pour de bonnes ou mauvaises raisons. Mais généralement, on a constaté qu'ils ont une définition un peu erronée
des données à caractère personnel. Donc, un tout petit rappel réglementaire sur la définition, le contour des données à caractère personnel qui a un petit peu évolué, mais pas tant que ça, plus grâce à l'innovation, on va dire. Le RGPD affirme clairement qu'une donnée devient personnelle lorsqu'elle permet d'identifier ou de rendre identifiable une personne de manière directe ou indirecte. Rien de nouveau jusque-là. Non seulement l'identification donc, peut être indirecte, mais une donnée personnelle est une donnée qui se contente de rendre identifiable une personne, ce qui est bien, bien plus large que de l'identifier, puisqu'il s'agit non seulement de l'isoler ou de la distinguer d'autres personnes et pas juste de l'identifier de manière, on va dire, précise et univoque. Donc, Oui, et puis voilà, comme l'a dit Valérie, la donnée personnelle est une définition beaucoup plus large que beaucoup d'acteurs économiques ne le pensent. Et il faut aussi garder à l'esprit d'ailleurs qu'une donnée personnelle, qu'une donnée a priori non personnelle peut le devenir si agrégée avec d'autres données non personnelles, elle permet finalement de devenir assez précise pour rentrer dans la catégorie des données personnelles. Bref, ce que nous disons, c'est que beaucoup d'acteurs sont concernés et à des échelles très différentes par ces nouvelles obligations du RGPD, ces nouvelles mentions contractuelles qui sont désormais obligatoires. Donc, quelles sont ces nouvelles mentions? Nous en parlons depuis un certain temps. Quelles sont ces nouvelles mentions obligatoires qui doivent apparaître dans vos contrats? La première d'entre elles, et c'est certainement la plus importante parce que de cette mention va dépendre en réalité toutes les autres, c'est l'insertion dans vos différents contrats avec vos différents partenaires de la qualité juridique que vous allez adopter du point de vue du RGPD. Voilà, vous le savez, du point de vue du RGPD, on peut adopter 3 qualités en fonction de votre positionnement dans le traitement des données, responsable de traitement, responsable conjoint ou sous-traitant. Et chacune de ces qualités juridiques implique des obligations différentes vis-à-vis du traitement des données personnelles et également des obligations contractuelles différentes. C'est pourquoi il est vraiment essentiel dans chacun de vos contrats avec vos partenaires commerciaux de bien être clair sur la définition de votre qualité juridique et cela pour chaque partie au contrat. Donc, de manière rapide, car peut-être le savez-vous déjà, mais pour définir ces différentes qualités juridiques, le responsable de traitement est la personne qui dispose de la capacité décisionnelle, c'est-à-dire qu'elle décide de la finalité et des moyens du traitement. En d'autres termes, elle décide pourquoi est-ce qu'elle traite ces données, par exemple gestion de paie, finalité commerciale, prospection, peu importe. Et elle détermine également les moyens du traitement, c'est-à-dire comment elle va les traiter, même si la question des moyens dans la jurisprudence est beaucoup moins importante que la question de la finalité. Et aujourd'hui, on considère largement que dès lors qu'une entité détermine la finalité, donc pourquoi est-ce qu'elle traite ces données, elle sera largement considérée comme responsable de traitement. Au niveau des responsables conjoints, comme le nom l'indique, bien sûr, il s'agit d'entités qui partagent la capacité décisionnelle dont je parlais juste avant. Et donc, elles décident conjointement des finalités et éventuellement des moyens du traitement. Et le sous-traitant, vous le savez, est une entité qui va agir, qui va traiter des données personnelles pour le compte du responsable de traitement, ou des responsables conjoints d'ailleurs, donc sur la base d'instructions. Et attention, dès lors qu'un sous-traitant s'éloigne un tant soit peu de ses instructions précises du responsable de traitement, il cesse d'être sous-traitant. Merci beaucoup, Quentin, pour ce rappel du contour des différentes catégories. Je pense qu'ils maintenant sont très clairs. Je voulais juste ajouter donc qu'il est indispensable de mentionner explicitement dans vos contrats vos obligations et celles de vos co-contractants, donc vos qualités. Il va de soi, mais je me mettrai entre guillemets parce qu'on voit encore beaucoup d'erreurs, que la qualité que vous déclarez doit correspondre exactement à la réalité. Quand on est d'accord dans un contrat, on peut parfois, par ignorance ou par, on va dire, abus de pouvoir d'un des co-contractants accepter une qualité fausse, mais en cas de contrôle d'une autorité compétente ou d'un contentieux, il y aura une requalification certaine. Donc, vous devez absolument mentionner ces qualités juridiques et non seulement mentionner ces qualités juridiques, mais chaque qualité juridique fait apparaître de nouvelles mentions qui doivent également figurer dans vos contrats, dont Quentin va nous parler tout de suite.
Voilà, donc voilà, la première mention obligatoire, nouvelle mention obligatoire, nous l'avons vu, c'était la qualité juridique que vous adoptez. Deuxième catégorie de mentions obligatoires vont prendre place dans un contrat entre un responsable de traitement et un sous-traitant. C'est une situation très, très courante, hein. Vous êtes sous-traitant et vous concluez un contrat avec un responsable de traitement ou inversement. Dans un tel cas de figure, donc très courant, toutes les mentions présentes à l'article 28 doivent impérativement apparaître dans votre contrat. C'est une obligation légale. Ces obligations sont relativement nombreuses. On ne va pas faire une liste complète ici, ça serait assez fastidieux, mais pour citer quelques exemples, voilà, vous devez par exemple indiquer l'objet et la durée du traitement, vous devez indiquer quelle est la nature du traitement, sa finalité, le type de données, le type de personnes concernées. De manière importante également, vous devez préciser un engagement qui concerne la confidentialité, le respect de la confidentialité des données avec votre sous-traitant. Vous devez décrire un certain nombre de mesures de sécurité afin que vous soyez conforme à l'article 32 du RGPD, et ainsi de suite. Mais également des mentions relatives aux sous-traitants ultérieurs, comme Valérie va nous le dire. Donc, merci. Oui, effectivement, ça fait beaucoup de nouvelles mentions, mais je voulais juste ajouter, il y a encore un point un petit peu particulier. Il faut bien penser à ajouter toutes les mentions liées à la mobilisation par le sous-traitant d'un sous-traitant, un sous-traitant ultérieur, et bien veiller à mentionner le type d'autorisation dont le sous-traitant aura besoin pour faire appel à un autre sous-traitant. Ce sont des choses qu'on voit encore peu dans les contrats qu'on revoit aujourd'hui et qui doivent absolument figurer dans tous vos contrats ou tous vos futurs contrats. Voilà, alors nous avons vu donc les mentions obligatoires dans le cadre d'un contrat entre un responsable de traitement et un sous-traitant. Maintenant, voyons les mentions obligatoires, cette fois dans le cadre d'un contrat entre responsables conjoints. Il est également obligatoire, dans le cadre de tels contrats, qui sont également assez courants finalement, d'inclure un accord de co-responsabilité. Un accord de co-responsabilité, c'est une obligation légale, encore une fois, hein, article 26. Cet accord a simplement pour objectif de décrire les obligations respectives des différents responsables conjoints. Donc typiquement, quel responsable conjoint sera responsable de quel exercice de droit de l'utilisateur. Donc voilà, c'était en général les trois grandes catégories de nouvelles mentions obligatoires contractuelles. On pourrait en rajouter beaucoup d'autres encore. Le RGPD ne se limite pas à ces trois catégories de mentions supplémentaires dans son impact sur la sphère contractuelle. Par exemple, dans le cadre de transfert vers des pays tiers de données à caractère personnel, il y a eu également un impact absolument majeur sur les contrats, dans le sens où un nombre important d'entreprises ont dû modifier leurs contrats qui impliquent de tels transferts pour les rendre légaux, car ils sont souvent soumis à des obligations, à des conditions contractuelles assez précises. Et effectivement, et donc que vous soyez conscient ou non, que vous l'ayez fait ou non, une extrême majorité des organisations, voire toutes les organisations, ont l'obligation aujourd'hui de modifier leur contrat pour y ajouter toutes les obligations qu'on vient de décrire. Juste, je voulais préciser qu'il ne s'agit pas simplement de contrats dont l'objet porte sur le traitement de données personnelles, un contrat d'acquisition de données par exemple. Il s'agit de tous vos contrats. Tous vos contrats mentionnent aujourd'hui des traitements de données personnelles. On a parlé de ressources humaines la semaine dernière. On parle de privacy aujourd'hui, mais c'est l'ensemble de vos contrats touche à des traitements. Effectivement, hein, le RGPD a apporté des précisions qui semblent claires, mais qui nécessitent du coup beaucoup d'aménagement dans les relations contractuelles existantes hein, pour tout type de structure et d'activité, je dirais. Mais vous parliez également d'un impact plus durable ou structurel? Voilà, exactement. Venons-en maintenant à cet impact plus durable que nous mentionnions, c'est-à-dire que nous avons comme idée de montrer que le développement des réglementations privacy n'a pas seulement eu un impact de court terme, en vous obligeant, voilà, comme on l'a décrit, à réviser vos contrats actuels ou les contrats qui sont en cours de négociation pour intégrer ces nouvelles mentions obligatoires que nous avons mentionnées. Nous pensons qu'il y a également un effet plus structurel, de long terme, beaucoup plus durable, qui fait que la réglementation privacy fait tendre la sphère contractuelle. Oui, Valérie? Ouais. Pardon, je vais continuer.
qui fait tendre la sphère contractuelle vers une certaine dynamisation. Donc concrètement, nous pensons très concrètement que les développements des réglementations privacy va créer un environnement dans lequel les contrats seront amenés à changer ou à être renouvelés de plus en plus régulièrement. Et la raison, nous le pensons, est la suivante. La nature même des réglementations privacy, leur essence, on peut dire, fait qu'il s'agit d'un ensemble de règles qui sera inévitablement amené à évoluer régulièrement. Or, ces règles, nous l'avons vu, ont des applications importantes sur la sphère contractuelle. C'est pourquoi le développement d'un tel type de réglementation, qui a toujours un impact important sur la sphère contractuelle et qui est également mouvante, va inévitablement amener à faire que la sphère contractuelle deviendra également beaucoup plus dynamique et mouvante. Et en fait, cette affirmation part d'un postulat qui est assez simple et logique. Les réglementations entourant la privacy sont par nature des règles changeantes, maintenant en tout cas, et seront régulièrement amenées à évoluer au fil de l'innovation, des enjeux économiques, des discussions politiques. Donc, pourquoi est-ce le cas ? Ce n'est pas du tout parce que c'est une réglementation très jeune, qu'on manque de jurisprudence. Ce sont toutes ces évolutions qui sont inéluctables. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'échanger avec vous sur la distinction. Nous distinguons principalement deux facteurs de long terme expliquant la nature mouvante de la réglementation en matière de privacy. Ok. Et alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux facteurs ? Bien évidemment. Alors, le premier facteur, premièrement, pour nous, il s'agit de thématiques éminemment politiques. Les discussions en matière de privacy ont des impacts économiques très importants, sont des enjeux aujourd'hui politiques, structurels. On parle beaucoup de souveraineté numérique liée à la réglementation et il y a mêlé avec des enjeux, des balances très fines entre les libertés fondamentales, les règles de surveillance, la protection de la vie privée. On va peut-être illustrer ce propos par une question sur laquelle nous avons beaucoup travaillé récemment suite à l'invalidation du Privacy Shield. Et je vais laisser Quentin, qui affectionne particulièrement ce sujet, nous dire un mot de cette invalidation. Voilà, puisqu'il s'agit pour nous d'un exemple vraiment parfait du point que nous essayons de démontrer ici, qui est que voilà, les réglementations de la privacy sont changeantes car politiques et donc impactent fortement la sphère contractuelle en la rendant beaucoup plus dynamique ou mouvante. Donc, vous le savez peut-être, le RGPD dispose dans son article 45 que pour qu'on transfère des données vers un pays tiers, il faut que ce pays tiers assure un niveau de protection adéquat des données. Et pour démontrer un tel niveau de protection, la Commission européenne peut typiquement émettre une décision d'adéquation par laquelle elle estime que les législations d'un certain pays sont suffisantes pour que le transfert de données vers ce pays soit autorisé par principe, sans aucune autre autorisation. C'était jusqu'au 16 juillet 2020, en tout cas, c'était le cas des États-Unis, grâce à leur législation Privacy Shield qui contenait un certain nombre d'engagements liés à la protection des données, les États-Unis étant un pays vers lequel, du coup, les données pouvaient être librement transférées. En l'absence d'une décision d'adéquation prononcée par la Commission, les transferts de données vers un pays tiers sont plus compliqués, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à la condition de la démonstration par l'exportateur qu'il existe des garanties appropriées qui permettent justement le transfert sécurisé des données vers le pays tiers. Ces garanties, il est très courant que ces garanties résultent de clauses contractuelles qui sont appelées des clauses contractuelles type de protection des données personnelles qui ont été adoptées par la Commission. Donc, reprenons notre histoire. Le 16 juillet 2020, la CJUE annule dans un arrêt Schrems 2, la décision d'adéquation qui permettait auparavant aux différents acteurs économiques de transférer librement leurs données vers les États-Unis. Cette décision a des répercussions majeures, bien entendu, puisque désormais, les nombreux transferts de données vers les États-Unis, si vous avez suivi ce que j'ai dit, sont soumis à la condition de pouvoir démontrer que des garanties appropriées ont été prévues pour le transfert, notamment par la voie contractuelle et l'insertion. Donc, de nombreuses entreprises ont dû
dans le cadre de transfert vers les États-Unis, modifier l'intégralité de leur contrat pour y intégrer des clauses contractuelles types qui permettent de démontrer que de telles garanties appropriées sont en place. Ce que nous voulons dire ici, c'est que c'est un exemple parfait de ce caractère mouvant des réglementations qui entourent la privacy. Une telle décision a un caractère, bien entendu, extrêmement politique, mais surtout, elle est amenée à se reproduire régulièrement, voilà, au gré des relations diplomatiques ou économiques entre l'Union européenne et ses partenaires commerciaux, alors même qu'à chaque fois, l'impact sur la sphère contractuelle de telles décisions est absolument majeur. Donc là, Quentin nous donne le cadre réglementaire nécessaire aujourd'hui. On voit que tous les contrats n'ont pas encore été changés, sont en cours de modification, que les discussions entre l'Europe et les États-Unis continuent. Et nous sommes sûrs que nous, comme d'habitude, nous arriverons à trouver une solution de compromis pour régler toutes ces nouvelles discussions. Mais en attendant, la règle est celle que Quentin vient de nous décrire, en tout cas pour répondre aux obligations de conformité. J'ajouterais juste aussi que nous attendons des discussions et des décisions qui auront un impact très important sur la réglementation en matière de privacy. Quentin a cité précédemment donc le règlement e-privacy. Après, il faut s'attendre aussi à d'autres discussions qui sont moins attendues. Il y a souvent des effets de action-réaction. Quand on a eu l'entrée en vigueur du RGPD, on a eu plein de cousins du RGPD. Donc après, il faut bien articuler l'ensemble de ces réglementations locales, régionales et internationales, mais rien n'est possible. On ne veut surtout pas vous faire peur. Des évolutions qui vont être liées aussi à cette innovation galopante, donc le droit doit s'ajuster derrière aux innovations et cette situation politique que nous ne maîtrisons pas beaucoup et dont on a parlé. Un point en ce moment qui est très... en tout cas sur lequel on travaille beaucoup aussi, et donc le sujet du Brexit. On a vu qu'il y avait une extension donc de l'application du RGPD au UK. En revanche, ils sont sortis du guichet unique. Donc cette question des transferts transfrontaliers de données est extrêmement importante. Trop longue pour qu'on puisse en parler plus longtemps aujourd'hui, mais nous consacrerons sans nul doute un autre webinaire juste dédié à ce sujet sensible et capital. Du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment le début d'un changement des usages, un nouveau monde qui chahute un petit peu notre bon vieux code civil. Vous évoquez du coup une deuxième raison à la multiplication des textes. Voilà, alors la première raison que nous évoquions pour ce caractère mouvant justement des réglementations privacy qui apporte un changement structurel à la sphère contractuelle vers un plus de dynamisme de cette sphère contractuelle. La seconde raison n'est pas le caractère politique des réglementations, c'est plutôt la diversité des acteurs qui peuvent interpréter ces réglementations et les implémenter. En réalité, il faut remarquer d'abord que certains textes de la réglementation privacy sont encore des directives. Des directives comme la directive e-privacy, par exemple, devaient être remplacées par un règlement, même si cela ne semble plus du tout être la priorité politique aujourd'hui. Mais comme vous le savez peut-être, les directives sont des textes qui peuvent être implémentés librement par les États membres et on voit souvent beaucoup de différences nationales qui émergent dans l'application de ces textes, de ces textes européens que sont les directives. Et une telle diversité favorise forcément une évolution régulière des règles, puisque chaque modification nationale de la règle va être susceptible de pousser d'autres juridictions à faire évoluer les leurs. On a de constantes interactions entre les implémentations nationales particulières et des potentielles modifications de chaque pays qui encouragent des évolutions régulières de ces règles. Mais même dans le cas des règlements, tels que le RGPD, qui ne sont pas des directives, donc qui sont des textes qui s'appliquent de manière uniforme dans toute l'Union européenne, même dans le cas d'un texte unique, bien souvent, on voit des interprétations nationales de ce même texte qui divergent beaucoup. Et de la même façon sous le même raisonnement que je faisais pour les directives, ces différentes interprétations, pareil, sont vouées à interagir, encore une fois, à évoluer au
au fil des relations économiques, des relations politiques ou des cultures juridiques nationales particulières. Et donc, cet ensemble de règles est également bien plus mouvant que d'autres règles qui peuvent être plus fixes. Pour prendre un exemple, bon, on n'a pas beaucoup le temps d'évoquer un sujet, ce sujet est très riche, mais l'exemple d'une interprétation particulière nationale qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui montre ce point, qui est bien sûr l'interprétation de la CNIL en France. Suite à l'entrée en vigueur du RGPD, la CNIL a publié les premières lignes directrices, le 4 juillet 2019, qui venaient apporter certaines précisions sur l'application concrète du RGPD en France. Ces lignes directrices, ces premières lignes directrices étaient relativement strictes. Par exemple, elles interdisaient complètement les cookies wall qui étaient dorénavant considérés comme contraires au RGPD. La CNIL est revenue assez rapidement sur cette position avec des nouvelles lignes directrices, notamment suite à une condamnation du Conseil d'État, ce qui l'a un peu motivé. Mais elle a publié de nouvelles règles le 17 septembre 2020, où par exemple sur la question des cookies wall, elle a complètement reviré et désormais les cookies wall sont, à certaines conditions, sont complètement conformes au RGPD. Ce que je cherche à montrer ici, voilà, c'est que pour chaque pays, on aura ces différentes interprétations selon les cultures juridiques de chaque pays, qui seront des interprétations différentes, qui seront des interprétations qui vont évoluer, qui seront des interprétations qui seront à chaque fois en interaction les unes avec les autres, ce qui fait que c'est un ensemble de règles, cette privacy est un ensemble de règles qui est de manière inhérente très mouvante. Donc, Quentin parle de position stricte de la CNIL, on va dire conservatrice, et on voit après, avec l'évolution, que bien souvent, d'autres États membres se rangent aux positions de la CNIL. Le point qui est intéressant de retenir ici, c'est que même un règlement qui s'applique de manière uniforme dans l'ensemble des États membres, donc il y a un texte unique est susceptible d'avoir des interprétations nationales un petit peu divergentes et certains rigolent en parlant de réglétive puisqu'il y a encore des petites latitudes. Donc on voit, et c'est pour ça que ça s'inscrit encore dans le temps, que beaucoup de pays même si nous sommes chapeautés par une organisation donc, européenne, créer des règles pour aussi clarifier les discussions et que parfois il y a encore des petites discrepancies, on va dire, entre les interprétations d'un pays à l'autre. Donc, tout ça pour vous dire que ça encourage le propos qu'on vient de développer. La privacy est un corpus de règles amenées à évoluer très régulièrement au fil des interprétations nationales, régionales, internationales et vos contrats aussi. Effectivement, beaucoup de choses à venir. Et si je vous demandais du coup de partager un petit peu votre conclusion sur ces évolutions réglementaires? En fait, les évolutions qu'on vient de décrire en matière de privacy, donc de la dynamisation de la sphère contractuelle, sont pour nous beaucoup plus générales et touchent de nombreuses autres matières. Donc, les échanges qu'on a eus en matière de privacy, qui est un exemple flagrant, touchent aujourd'hui à peu près l'ensemble des matières et va s'étendre. Voilà, juste pour compléter ce point-ci, nous nous sommes concentrés ici sur la privacy. Voilà, il s'agit de nos domaines d'expertise, bien sûr, et la privacy a sans conteste eu un impact majeur sur le phénomène qu'on décrit, voilà, cette dynamisation de la sphère contractuelle sur le court terme et sur le long terme. Mais voilà, depuis quelques décennies maintenant, les évolutions jurisprudentielles et tous les textes qui en sont issus se dirigent globalement toutes vers ce phénomène que nous décrivons dans tous les domaines du droit et en particulier dans le droit des contrats. Par exemple, on n'a pas le temps de détailler ici, mais voilà, il y a beaucoup d'exemples flagrants. Par exemple, l'imprécision qui était absolument refusée dans le droit des contrats jusqu'en 1992. Si un contrat était signé, il devait rester identique. Jusqu'au terme de ce contrat. Et c'est une telle position rigide, voilà, a été revue en 1992. L'imprécision a été acceptée. Elle a été officialisée dans la réforme de 2016 et aujourd'hui, c'est une pratique très courante.
Il s'agit de dire ici que cette dynamisation de la sphère contractuelle, cette flexibilisation des contrats, le fait qu'il y ait de plus en plus de contrats, que les contrats sont de plus en plus mouvants, amenés à évoluer, amenés à se multiplier, c'est un phénomène qui s'inscrit, enfin, qui est démontré par cette évolution des réglementations de privacy, mais qui est également bien plus large et qui s'inscrit dans beaucoup d'autres domaines du droit en réalité. Donc, voilà, on va passer maintenant à une deuxième partie, mais très rapidement, puisqu'on a déjà beaucoup parlé. Mais nous vous avons donc expliqué en quoi cette sphère contractuelle est aujourd'hui beaucoup en mouvement sur le court terme comme sur le long terme. Et nous aurions aimé vous donner quelques pistes voilà, sur comment vous adapter, comment vous mettre en conformité d'abord sur le court terme, comment changer vos contrats, comment faire très concrètement, mais aussi sur le long terme, comment vous adapter à cette nouvelle sphère contractuelle bien plus dynamique que nous décrivons. Valérie, peut-être que tu veux Oui, enchaîner. donc, d'abord, il est essentiel de se mettre en conformité. Parfois, certains de nos clients font un peu la politique de l'autruche ou attendent que les choses se stabilisent. On vient de démontrer que les choses ne vont pas se stabiliser, sont loin de se stabiliser. Le RGPD a opéré un changement aussi capital en introduisant le principe de responsabilisation des organisations, le fameux accountability en anglais. L'accountability, c'est très simple. En fait, il appartient aux organisations d'être en capacité de démontrer la conformité au règlement. Avant, il fallait demander la permission pour tout. Aujourd'hui, on n'a plus de permission à demander, mais il faut, à la première demande, être en mesure de montrer qu'on a, donc là, aujourd'hui, on parle de contrat, mais il y a beaucoup d'autres obligations en matière de documentation dans les entreprises, qu'on est en conformité avec la loi applicable. Je ne parlerai pas des risques, on n'est pas là pour faire peur. Il y a des risques financiers qui sont aujourd'hui très importants. Le name and shame, puisque l'ensemble, en général, même quand il s'agit d'une mise en demeure et que l'entreprise est en capacité de se mettre en conformité, ensuite fait l'objet de beaucoup de communication dans la presse, ce qui endommage beaucoup la réputation d'une entreprise. Et enfin, les relations business. De moins en moins d'entreprises signent des contrats rapidement sans que ces obligations en matière de privacy soient présentes. Donc aujourd'hui, c'est un avantage compétitif d'être en pleine conformité et très bientôt, ce sera un frein définitif de ne pas l'être parce qu'on ne signera plus de contrat. Donc, la privacy, aujourd'hui, est définitivement la compliance et la bonne organisation est un levier commercial qui simplifie la vie de vos clients, la vie de vos collaborateurs et vous sécurise totalement. Voilà, on va peut-être conclure là-dessus du coup, puisque je pense qu'il est temps pour nous donc, de conclure, même si voilà, nous avions encore quelques recommandations sur comment se mettre en conformité, puisqu'on a vu que c'était essentiel désormais avec Valérie. Si vous avez des questions là-dessus, bien sûr, sentez-vous libre de nous les poser directement. Nous sommes toujours joignables. Et donc voilà, c'est pour conclure ce webinaire, pour résumer notre point principal ici, ce que l'on a essayé de vous démontrer, et j'espère que nous l'avons fait correctement, c'est de démontrer voilà, que cette sphère contractuelle est incontestablement en mouvement aujourd'hui. Sur le court terme, vous devez vous mettre en conformité, vous devez modifier vos contrats, vous devez intégrer de nombreuses nouvelles mentions contractuelles. Et sur le long terme, vous allez également devoir vous adapter à cette nouvelle sphère bien plus dynamique, à ces contrats bien plus flexibles qui doivent être renouvelés de plus en plus souvent, de plus en plus de contrats doivent être signés. Et nous pensons voilà, que ce dernier élément, cette adaptation à cette nouvelle sphère contractuelle, passera probablement par l'instauration de systèmes qui s'appuient sur des solutions de signature électronique, telles que Signaturit, et c'est pourquoi nous avons décidé de mettre en avant ce partenariat, puisque nous pensons vraiment que la quasi-exclusivité des acteurs économiques aujourd'hui gagnerait à préempter de telles solutions
pour se mettre en conformité et pour s'adapter à cette nouvelle sphère contractuelle qui émerge aujourd'hui. Oui, tout à fait. Au-delà de la bonne et due forme, hein, je dirais, de tout ce qui est rédaction de contrat avec toutes les réglementations européennes qui peuvent être en vigueur, il faut ensuite du coup conclure ce contrat et le conclure correctement et légalement également. Je découvre aujourd'hui que Quentin est plus bavard que moi, mais c'est parfait. Donc, bien évidemment, ces solutions de signature électronique en fait, sont rentrées dans notre activité aussi, All-in-One, pour pouvoir assister nos clients. Nous avons fait donc le 14 janvier un webinar dans un salon ASKIT en partenariat aussi avec la société Signaturite, on ne se quitte plus, Privacy, électronique, croisé, que vous pourrez retrouver facilement, qui est un panorama réglementaire de la signature électronique pour rassurer les personnes qui auraient encore des doutes sur la validité de différents types de signatures électroniques. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce panorama réglementaire pour vous rassurer. La conclusion, c'est que la signature électronique a exactement la même validité que la signature manuscrite. Elle vous simplifie juste la vie, celle de vos clients, celle de vos collaborateurs, et vous sécurise. Oui, tout à fait. De toute façon, d'ici demain au plus tard, vous recevrez par email le replay du webinar d'aujourd'hui et également le replay de notre webinar d'il y a 2 semaines sur la validité légale, je dirais, de la signature électronique.